Dans ce nouvel épisode de la lecture de cartes, la navigation en général, terrestre ou aérienne, ça revient tous au même. Là, c'est juste les systèmes qu'on utilise pour s'orienter sont un petit peu différents. Dans la navigation terrestre, la bonne vieille carte et boussole qu'on appelle, c'est l'utilisation d'une bonne vieille carte. Ici, j'ai un exemple de carte. OK, ça, c'est le plié. OK, bien sûr, plié parce que c'est immense là, comme papier. C'est grand comme la table devant moi. Ça devient difficile à manœuvrer si tu as besoin d'une grande feuille de papier. OK? On va parler d'entretien dans une autre vidéo là, de votre carte, mais présentement, l'important, c'est que vous connaissiez, comme pour la boussole, comme ce qu'on vient de faire pour la boussole, la nomenclature et où trouver les parties de notre carte. J'en ai plein d'exemples. J'en ai des plastifiés, j'en ai des pas plastifiés. La majorité sont surpliés parce que maintenant, on veut les avoir dans nos poches et non pas traîner un grand cartable là, pour les tenir. OK? Malheureusement, pour avoir une centaine de kilomètres par map, ça fait quand même à 1,50 000, ça fait quand même des cartes qui sont assez impressionnantes en grandeur. OK? Si je déplie celle-ci, juste pour vous montrer la largeur, c'est une carte pas mal standard. Là. OK? Ça, c'est la moitié de la carte. OK? J'aurais pu la plier pour en faire, pour la plier en 4, là. Mais là, je l'ai plié en 2 juste sur la hauteur et j'ai 4 sections comme ça. Donc, c'est quand même, c'est presque 4 pieds par 3 pieds, OK, comme grandeur de map. La majorité sont de cette grandeur-là. Oui, on peut avoir des maps spéciales. Les militaires, on a des maps de territoire. J'ai déjà assemblé une carte, moi, pour avoir Gagetown au complet. Là, on parle de 620 km de long. Ça te fait une carte qui est ça d'épaisse une fois pliée. Là, puis là, tu joues dans un coin, fait que tu plies ta carte. Tu replies ta carte pour avoir ce coin-là principalement dans tes poches devant toi. Ce qui donne une carte qui est... je ne l'ai pas avec moi, mais qui donne une carte qui est comme celle-là. Là, ça, c'est Valcartier. Là, ça, c'est juste la base de Valcartier. J'avais ça sur un cartable 8,5-14 et elle est pliée tout croche en arrière pour que j'aie juste le territoire que je veux. Cela date des années 70. OK? Donc, on va tout voir où sont les informations sur nos cartes dans la position par-dessus. C'est meilleur parce que, hey, on peut voir directement sur la table au lieu de moi essayer de vous montrer ça, puis de m'approcher, puis de trouver le bon angle, là, comme ça. Vous allez pas mal être étourdi, toute la gang, une fois que je vais avoir fini. Donc, on passe à la version par-dessus, puis après ça, on va revenir pour faire la fin. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Comme on mentionnait, une carte de base est composée d'abord, il y a un système de grille qui va toujours vers le nord. Okay, le haut de la carte qui est marqué Canada a toujours le nord. Le titre est toujours en bas, au centre, avec les échelles graphiques. Okay. On reproduit le titre de cette carte-là souvent sur le coin droit parce que quand on plie la carte, on veut que notre carte ait cette partie-là visible en tout temps, comme sur celle-ci. Okay. De manière à pouvoir, avoir la référence, mais aussi la zone qui est couverte avec son numéro, ce qui nous permet d'obtenir d'autres cartes autour de celle-là. On va passer sur la carte, il faut que je la déplie un petit peu. OK. Donc, ici, on a notre carte topographique. Je vais la mettre au centre d'abord. On va commencer par le centre. OK. Voici notre carte topographique. Ici, on a le titre. OK. Les pays couverts, ici, c'est le Canada et les États-Unis, comme c'était Saint-Théophile et c'est dans la Beauce, au sud de Québec, sur la frontière. Bien, on a une carte ici de Saint-Théophile qui va couvrir en partie les États-Unis et en partie le Canada. OK? Usuellement, quand notre carré de 100 000 mètres est en partie aux États-Unis, on va reproduire les cartes américaines et c'est important d'en prendre note. Cette carte-là est très vieille, donc comme elle est très vieille, elle n'est pas métrique. Contrairement à nos nouvelles cartes qui sont tous métriques, mais on a toujours la compte depuis 1900. Ça a été publié en 1981.
sur des données qui dataient de 1927 à 1956, puis sur 78 pour au Canada. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on a cette information-là. On a l'échelle graphique ici. L'échelle de la carte est 1,50 000. C'est la carte la plus commune qu'on utilise. Si je prends une échelle de 1,25 000, la carte va être 400 fois plus grande. Donc, on va couvrir le même 100 000 km, va être tellement grand que notre carte qui couvre à peu près une centaine de kilomètres va en couvrir 25. OK? 25 ou 30, là, ce qui fait que ça fait une carte qui est quand même assez immense là, pour couvrir un territoire suffisamment important. Donc, notre échelle graphique, et nous avons des échelles de conversion en distance en mètres, en milles et en yards. Yard, c'est 3 pieds, hein? Donc, dépendant de quelle distance vous voulez calculer, vous avez toujours ces 3 échelles de calcul-là. Je vais aller à la gauche. À la gauche du titre, on retrouve des fois, pas tout le temps, des fois on retrouve les signes conventionnels des routes, principalement. Ici, on a les routes, parce que cette carte-là va nous indiquer beaucoup de routes, OK, de frontières et tout ça, fait que c'est une information qui est importante, surtout quand on s'approche des agglomérations urbaines. Puis en forêt, ben, les trails comme celle-ci peuvent être importantes pour savoir où on est. Il y a des ruisseaux, du bleu, c'est de l'eau, du brun, c'est les courbes de niveau, du vert, c'est de la forêt, du blanc, ce sont les plaines ou des zones ouvertes. Puis, on a différentes choses comme ça. On va pouvoir les voir dans une autre session. Okay? Ici, sur le côté gauche, complètement, on va avoir en anglais et sur le côté droit, en français, d'où provient cette carte. La carte a été établie par la Direction des levées et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. OK, le nom du ministère à ce moment-là. N'oubliez pas, les ministères changent aux 5 ans, fait qu'on va changer les noms au fur et à mesure sur les maps. La mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1978. OK? Donc, les photos aériennes qui ont servi à construire ces cartes-là, c'est en 1978. La vérification a été faite en 79 et publiée en 81. Cette carte a plus de 40 ans. Okay? Je suis sûr que je retournerai dans le territoire et cette carte serait quand même relativement valide. Okay? Malheureusement, avec les photos aériennes qu'on est capable d'avoir avec les satellites, nous, on est capable de voir les changements sur cette carte-là. La partie américaine, parce qu'ici, on a une partie américaine, vu qu'on touche la frontière américaine ici, OK? Donc, la partie américaine, partie canadienne, OK, a été reproduite à partir des cartes de 1927 à 1956 fournies par la Geological Survey des États-Unis. Okay. Les cartes sont en vente au Bureau des cartes Canada. On a des dépositaires partout en ville. Puis c'est un copyright de Sa Majesté. Là, c'est du roi, okay, Charles III, mais c'était Sa Majesté, la Reine Élisabeth, là. Okay, et le ministère de l'Énergie. Donc, entre les deux, entre nos échelles, notre titre, ça au centre de la carte, et l'information que je viens de vous lire, on a ici une échelle de conversion des altitudes. Pour ceux qui fonctionnent en mètres ou en pieds, vous pouvez convertir vos altitudes ici. Il y a de l'information importante. OK? On peut se référer à certains points géodésiques qu'on peut obtenir à partir de la gang qui ont fait la carte à Ottawa. L'information importante est ici. L'équidistance, la distance égale entre les courbes de niveau au Canada est de 25 pieds. Oh, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps. OK. La distance entre ces deux courbes-là, c'est 25 pieds. Aux États-Unis, d'après ce qui est marqué ici, OK, c'est 20 pieds. OK, parce qu'on s'est servi d'une carte américaine pour établir. C'est pour ça que nos montagnes ici changent d'aspect. OK? On voit qu'ici, il y a des lignes beaucoup plus têtes qu'ici. Donc, comme on a juste reproduit la carte américaine, on n'a pas changé les courbes de niveau. Okay? C'est pour ça qu'ils nous le disent ici. Et ça, c'est important parce que quand vous allez monter en montagne, vous voulez savoir si vous avez 20 pieds ou 25 pieds de fête ou si vous en avez 4500 ou 2000 à monter. OK? Ici, c'est toute l'information qu'on avait. On a encore sur le côté droit le nom de la carte parce que quand nos cartes sont pliées, quand elles sont bien pliées, on veut pouvoir trouver nos cartes en fonction de ça et on veut savoir quelle carte est au sud, quelle carte est à droite. OK? Ici, il faudrait se référer
une carte américaine pour pouvoir poursuivre notre carte. Mettons que notre voyage nous amène sur la droite. Si elle nous amène sur la gauche, j'ai d'autres numéros, puis chaque carte va être au centre. Chacune des bouts de papier que je vais avoir comme carte, si j'achète la E15 ici, ben, elle va être au centre là, puis ils vont me dire c'est laquelle qui est à gauche, c'est laquelle qui est à droite, c'est laquelle qui est au nord, c'est laquelle qui est au sud. OK? On a toujours un quadrillaire de 9 cartes et ils sont entre les coordonnées une telle et une telle, donc les latitudes, longitudes là, de notre très grand carré ici. OK? Ensuite, ici. Ici, en fond, ils sont en train de nous expliquer comment on peut calculer les coordonnées du système militaire, les lignes bleues. Sur la carte ici, on voit les lignes bleues, il y a des numéros, ils sont ici, en bleu. OK? C'est important parce que ça nous permet de faire des calculs de coordonnées militaires, le système militaire de référence là, de la grille qu'on se sert sur ces cartes-là, vu que c'est fait d'abord pour le ministère de la Défense. OK? Ensuite, je vais ouvrir ma carte. Ça va faire du bruit. L'information qui est contenue entre ici et là, c'est la même information, c'est-à-dire c'est la complémentarité de l'information. Quand vous vous souvenez que je vous ai dit que la traverse de Mercator, c'était des tranches d'orange qu'on a aplaties, c'est ce qu'on voulait dire. Chacune des traverses, des tranches d'orange, ici on a la zone 19, la tranche d'orange numéro 19, la subdivision T et les subdivisions en carré de 100 000 mètres ici, qui sont lettrées. Sur cette carte, si je me réfère au centre, à la ligne 00, ici, à la ligne 00, donc changement de carré de 100 000 mètres, OK, à la ligne 00, j'ai des lettres, OK, que vous pouvez rentrer dans votre GPS. Si vous travaillez ici, vous programmez votre GPS pour être dans la zone DA. Quand vous allez arriver de l'autre bord, il va changer pour la zone CA, il va savoir où il va être, parce qu'il y a besoin de l'information qui est dans ce carré-là. OK? Dans le carré ici, vous avez l'information de votre GPS. Ça fait depuis des années qu'on utilise le même système de grille. Si vous choisissez le système MGRS sur votre GPS, vous allez pouvoir rentrer la zone 19T et DA, si vous êtes dans la partie DA, de manière à ce que votre GPS puisse vous orienter comme il faut au départ et ensuite vous amener où vous voulez aller selon votre chose. Souvent, les GPS, comme les Google Maps de ce monde, ont déjà une référence de votre localisation par les tours de cellulaire. Donc, combiné avec le Google Maps, les satellites GPS, ben, ils peuvent vous donner une meilleure orientation. Les nouveaux GPS ont besoin d'être programmés avant qu'ils puissent se localiser puisqu'ils ne sont pas cellulaires. OK? Ça, on en reviendra quand on parlera GPS. Ici, vous avez votre déclinaison magnétique. OK? Puis, l'année de la déclinaison. Celle-ci est 1980. OK? Malheureusement, je vais juste vous expliquer les trois nords d'abord. On a le nord géographique, on a le nord de la carte. Si vous regardez entre la bordure ici et l'angle de la ligne bleue, peut-être qu'ici, vous ne le verrez pas, mais vous allez voir qu'ici, c'est beaucoup plus mince par rapport à ici, qui est beaucoup plus large. C'est la même différence entre le nord géographique et le nord du quadrillage, okay, qui est notre deuxième nord. Le troisième nord, c'est le nord magnétique. Donc, votre boussole, vu qu'elle utilise une aiguille magnétique, nous allons devoir tenir compte de cet écart-ci, qui est la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique au Québec, malheureusement, à partir de 1980, ça vous est inutile de faire le calcul de variation magnétique, parce qu'ils disent ici qu'il y a un changement annuel de 1,2 minutes par année vers l'ouest. Malheureusement, le pôle nord magnétique bouge, mais oscille, c'est-à-dire qu'il revient, il fait comme un grand cercle dans le pôle nord, et il revient en arrière et vers l'avant. Ce qui fait que le calcul de déclinaison magnétique sur une carte qui a plus que 5 ans est inutile. Mais la façon dont on va le trouver, c'est soit qu'on va sur le site du gouvernement fédéral, qui nous donne la déclinaison magnétique moyenne de notre site, où je compare, et sinon,
on met, nous, en général, de par l'échelle sur les boussoles, on met autour de 17. OK, 17 degrés. C'est encore la déclinaison magnétique qu'on utilise sur notre boussole. On pourrait essayer d'être plus précis que ça, mais il n'y a pas beaucoup de précision sur l'échelle qu'on a sur une boussole. Comme je vous ai montré, c'est vraiment une petite échelle, là. L'épaisseur du trait est presque d'un degré, est presque d'une minute. Donc, la variation à droite ou à gauche est difficile, mais on a une idée de c'est quoi notre variation. L'autre truc, c'est sur le terrain. On prend 2 points, on vise, puis la différence entre ce que notre carte nous donne et ce que notre direction, notre bearing qu'on a pris, ça fait notre déclinaison magnétique. C'est une façon de le voir, c'est une façon de le faire là, pour être le plus précis possible, parce que même sur ces cartes-là, plus je vais au nord, plus j'ai de variations, moins ce graphique-là est précis parce qu'il est au centre de la carte. OK. Ensuite, ici, on a des abréviations. Ici, on a un glossaire, OK, qui va se référer à tous nos points qui sont à l'intérieur pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. OK? Mais c'est pas toujours facile de trouver. OK? Comme cette carte-là est destinée aussi à des usages militaires, on a les références pour le militaire, OK, ce qui nous donne l'édition de la carte et son nom, là, son numéro de référence, là, parce qu'on parle ici probablement d'une référence NATO, OK, qui couvre la planète au complet. Sur le haut de la carte, on retrouve encore le numéro de la carte, l'édition. Oh, je vais replier ma carte. Ah, plus facile à manœuvrer. Donc, on retrouve le numéro de la carte, l'édition. On retrouve le fameux Canada, OK? Et ensuite, on retrouve encore le numéro de la carte. OK? Donc, si on retourne sur notre bas de carte, ici, donc, on a tout le tour de la carte, on a la capacité de voir qu'on est au Canada avec ce numéro-là. Il est référencié partout. On plie nos cartes de manière à avoir ce numéro-là sur le dessus. C'est plus simple pour trouver nos cartes puis pouvoir les utiliser. Au dos, on verra dans une autre vidéo les signes conventionnels de chacune des cartes que vous avez en main. Ils ont de la couleur, là, ici, ils ne marquent pas les couleurs dans ces choses-là. Donc, on verra aussi à quoi servent les couleurs pour quel département. Et vous pourrez à ce moment-là avoir une meilleure idée de ce qui se passe. On va retourner au vertical. Je vais faire la sortie du vidéo. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette petite explication rapide. Là, on a passé très rapidement, mais on va le revoir. Chacun de ces détails-là va être revu quand on va parler spécifiquement de coordonnées ou de déclinaison magnétique. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après ceci. Comme je vous expliquais, la map est l'outil de base là, pour l'orientation en forêt. Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, les téléphones qui nous disent où on est sur Google Maps, les GPS avec map, parce qu'avant, il n'y avait pas de map, c'était juste la référence géographique, c'est-à-dire par latitude, longitude ou par le système militaire de référence de grille. Je vous conseille de programmer votre GPS avec le MGRS comme système. C'est un petit peu plus long avec les numéros à rentrer, mais ça vous évite. Ça vous permet de lire une coordonnée, si votre GPS vous le donne, de vous lire une coordonnée ou de la rentrer dans votre GPS. Et mettons que votre partner vient de compléter sa chasse et il vous dit qu'il est à telle place. Au lieu de vous expliquer pendant 1h30, là, le sentier numéro 2 qu'on prend, là, puis qu'on vire à droite, puis après ça, on passe la rivière, puis après, au travers d'un Cobra, là, je peux vous dire que les communications sont difficiles, des fois, à longue distance, puis la réception n'est pas toujours claire. Donc, on ne parle pas toujours clair parce qu'on est excité, mais si je vous donne 6 chiffres à marquer dans votre GPS, c'est pas mal plus simple à catcher que toutes les explications pour vous y rendre. Donc, ça vous permet, si vous connaissez cette base-là, ça vous permet de travailler d'une façon efficace. L'armée aime ça, hein? On aime ça, les choses efficaces, on aime ça, les choses qui sont claires, on aime ça, que la transmission soit claire. Et au travers d'un petit radio Cobra, comme tout le monde a, ben ton téléphone cellulaire, c'est pas toujours évident. Donc,
ceci complète cette partie-là. On va revenir sur chacun des détails qu'on a couverts dans l'apprentissage de la carte topographique. La seule chose que je ne vous ai pas mentionné, je n'ai pas mentionné la bordure noire et blanche sur la carte, c'est la latitude, longitude, je l'avais mentionné du côté anglophone, et vous avez votre système au long pour le MGRS qui est écrit. Nous, on n'utilise que des carrés, là. Et puis, ça prend 100 000 mètres avant, 100 km, avant d'arriver à la même coordonnée géographique, dépendant de comment votre carte elle est divisée. Donc, c'est là que c'est important d'avoir le bon système pour travailler, puis ça vous évite de devoir rentrer des coordonnées de 10 chiffres là, avant de pouvoir trouver une localisation. Une coordonnée de 6 chiffres, c'est tellement plus rapide, puis ça vous permet de jouer dans votre GPS plus rapidement, puis de trouver votre collègue dans un délai raisonnable. Fait que si vous avez aimé ça, donnez-y le thumbs up, partagez et abonnez-vous à la chaîne et on vous revoit dans le prochain vidéo.